ans, le 17 septembre 1981, Robert Badinter plaidait devant l'Assemblée nationale en faveur de l'abolition de la peine de mort. Robert Badinter, professeur de droit, avocat à la Cour d'appel, est un abolitionniste de longue date, s'inscrivant dans la tradition de Jean Jaurès et d'Aristide Briand. Lorsqu'il est nommé garde des Sceaux, sous le gouvernement de Pierre Mauroy, il a comme ambition de présenter à l'Assemblée nationale le projet de loi abolissant la peine de mort, un des engagements présidentiels du président Mitterrand. Voici son discours historique qui a mené le 9 octobre 1981 à l'abolition de cette sentence cruelle et inhumaine. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. En cet instant dont chacun d'entre vous mesure la portée qu'il revêt pour notre justice et pour nous, je veux d'abord remercier la Commission des lois parce qu'elle a compris l'esprit du projet qui lui était présenté, et plus particulièrement son rapporteur, M. Raymond Forny, non seulement parce qu'il est un homme de cœur et de talent, mais parce qu'il a lutté dans les années écoulées pour l'abolition. Au-delà de sa personne et comme lui, je tiens à remercier tous ceux, quelle que soit leur appartenance politique, qui au cours des années passées, notamment au sein des commissions des lois précédentes, ont également œuvré pour que l'abolition soit décidée, avant même que n'intervienne le changement politique majeur que nous connaissons. Cette communion d'esprit, cette communauté de pensée à travers les clivages politiques, montre bien que le débat qui est ouvert aujourd'hui devant vous est d'abord un débat de conscience, et le choix auquel chacun d'entre vous procédera l'engagera personnellement. Raymond Forny a eu raison de souligner qu'une longue marche s'achève aujourd'hui. Près de 2 siècles se sont écoulés depuis que, dans la première assemblée parlementaire qu'ait connue la France, le Pelletier de Saint-Fargeau demandait l'abolition de la peine capitale. C'était en 1791. Je regarde la marche de la France. La France est grande non seulement par sa puissance, mais parce qu'au-delà de sa puissance, par l'éclat des idées et des causes et la générosité qui l'ont emporté au moment privilégié de son histoire. La France est grande parce qu'elle a été la première en Europe à abolir la torture, qui, malgré les esprits précautionneux dans le pays, s'exclamait à l'époque que sans la torture, la justice française serait désarmée, que sans la torture, les bons sujets seraient livrés aux scélérats. La France a été parmi les premiers pays du monde à abolir l'esclavage, ce crime qui déshonore encore l'humanité. Il se trouve que la France a été, en dépit de tant d'efforts courageux, l'un des derniers pays, presque le dernier, et je baisse la voix pour le dire, en Europe occidentale, dont elle a été si souvent le foyer et le pôle à abolir la peine de mort. Pourquoi ce retard ? Voilà la première question qui se pose à nous. Jaurès, que je salue en votre nom à tous, a été de tous les orateurs de la gauche, de tous les socialistes, celui qui a mené le plus haut, le plus loin, le plus noblement l'éloquence du cœur et l'éloquence de la raison. Celui qui a servi comme personne le socialisme, la liberté et l'abolition. Sale gaucho! Jaurès appartient au même titre que d'autres hommes politiques à l'histoire de notre pays. Mais je dois rappeler, puisqu'à l'évidence sa parole n'est pas éteinte en vous, la phrase que prononça Jaurès. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité depuis 2000 ans a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la Révolution. En 1908, Briand, à son tour, entreprit de demander à la Chambre l'abolition. Curieusement, il ne le fit pas en usant de son éloquence. Il s'efforça de convaincre, en représentant à la Chambre une donnée très simple que l'expérience récente de l'école positiviste venait de mettre en lumière. Il fit observer, en effet, que
par suite du tempérament divers des présidents de la République qui se sont succédés. À cette époque de grande stabilité sociale et économique, la pratique de la peine de mort avait singulièrement évolué pendant 2 fois 10 ans. 1888-1897, les présidents faisaient exécuter. 1898-1907, les présidents Loubet, Fallières abhorraient la peine de mort et par conséquent accordaient systématiquement la grâce. Les données étaient claires. Dans la première période où l'on pratique l'exécution, 3066 homicides. Dans la seconde période où la douceur des hommes fait qu'ils y répugnent et que la peine de mort disparaît de la pratique répressive, 1066 homicides, près de la moitié. Telle est la raison pour laquelle Briand, au-delà même des principes, vient demander à la Chambre d'abolir la peine de mort, qui, la France venait ainsi de le mesurer, n'était pas dissuasive. Il se trouva qu'une partie de la presse entreprit aussitôt une campagne très violente contre les abolitionnistes. Il se trouva qu'une partie de la Chambre n'eut point le courage d'aller vers ces sommets que lui montrait Briand. C'est ainsi que la peine de mort demeurera en 1908 dans notre droit et dans notre pratique. La peine de mort, c'est la justice! Depuis lors, 75 ans, jamais une assemblée parlementaire n'a été saisie d'une demande de suppression de la peine de mort. Je suis convaincu, cela vous fera plaisir, d'avoir certes moins d'éloquence que Briand, mais je suis sûr que vous aurez plus de courage, et c'est cela qui compte. Ah, c'est ça le courage! On peut s'interroger, pourquoi n'y a-t-il rien eu en 1936? La raison est que le temps de la gauche fut compté. D'autres raisons plus simples est que la guerre pesait déjà sur les esprits. Or, les temps de guerre ne sont pas propices à poser la question de l'abolition. Il est vrai que la guerre et l'abolition ne cheminent pas ensemble. La libération. Je suis convaincu pour ma part que si le gouvernement de la libération n'a pas posé la question de l'abolition, c'est parce que les temps troublés, les crimes de la guerre, les épreuves terribles de l'occupation faisaient que les sensibilités n'étaient pas, à cet égard, prêtes. Il fallait que revienne non seulement la paix des armes, mais aussi la paix des cœurs. Cette analyse vaut aussi pour les temps de la décolonisation. C'est seulement après ces épreuves historiques qu'en vérité pouvait être soumise à votre Assemblée la grande question de l'abolition. Je n'irai pas plus loin dans l'interrogation. M. Forny l'a fait. Mais pourquoi, au cours de la dernière législature, les gouvernements n'ont-ils pas voulu que votre Assemblée soit saisie de l'abolition, alors que la Commission des lois et tant d'entre vous, avec courage, réclamaient ce débat? Certains membres du gouvernement, et non des moindres, s'étaient déclarés à titre personnel partisans de l'abolition. Mais on avait le sentiment à attendre ceux qui avaient la responsabilité de la proposer, que dans ce domaine, il était, là encore, urgent d'attendre. Attendre, après 200 ans, attendre comme si la peine de mort ou la guillotine était un fruit qu'on devrait laisser mûrir avant de le cueillir. Attendre. Nous savons bien en vérité que la cause était la crainte de l'opinion publique. D'ailleurs, certains vous diront, mesdames, messieurs les députés, qu'en votant l'abolition, vous méconnaîtriez les règles de la démocratie parce que vous ignoreriez l'opinion publique. Il n'en est rien. Nul, plus que vous, à l'instant du vote sur l'abolition, ne respectera la loi fondamentale de la démocratie. Je me réfère non pas seulement à cette conception selon laquelle un Parlement est, suivant l'image employée par un grand Anglais, un phare qui ouvre la voie de l'ombre pour le pays, mais simplement à la loi fondamentale de la démocratie, qui est la volonté du suffrage universel et, pour les élus, le respect du suffrage universel. Or, à 2 reprises, la question a été directement, j'y insiste, posée devant l'opinion publique. Le président de la République a fait connaître à tous non seulement son sentiment personnel, son aversion pour la peine de mort, mais aussi très clairement sa volonté de demander au gouvernement de saisir le Parlement d'une demande d'abolition s'il était élu. Le pays lui a répondu oui.
Parce qu'aucun homme n'est totalement responsable, parce qu'aucune justice ne peut être absolument infaillible, la peine de mort est moralement inacceptable. Pour ceux d'entre nous qui croient en Dieu, lui seul a le pouvoir de choisir l'heure de notre mort. Pour tous les abolitionnistes, il est impossible de reconnaître à la justice des hommes ce pouvoir de mort, parce qu'elles savent qu'elle est faillible. Ce choix qui s'offre à vos consciences est donc clair. Ou notre société refuse une justice qui tue et accepte d'assumer, au nom de ses valeurs fondamentales, celles qui l'ont faite grande et respectée entre toutes, la vie de ceux qui font horreur, déments, criminels, ou les deux à la fois, et c'est le choix de l'abolition. Ou cette société croit, en dépit de l'expérience des siècles, faire disparaître le crime avec le criminel, et c'est l'élimination. Cette justice d'élimination, cette justice d'angoisse et de mort, décidée avec sa marge de hasard, nous la refusons. Nous la refusons parce qu'elle est pour nous l'anti-justice, parce qu'elle est la passion et la peur triomphant de la raison et de l'humanité. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, d'exécutions furtives à l'aube sous le dé noir dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. À cet instant, plus qu'à aucun autre, j'ai le sentiment d'assumer mon ministère au plus ancien, au sens noble, le plus noble qui soit, c'est-à-dire au sens de service. Demain, vous voterez l'abolition de la peine de mort. Législateur français, de tout mon cœur, je vous remercie.